Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Allez faire un tour là-bas aussi. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Déjà désolée pour ma voix. Je suis un peu grippée, donc ma voix va sonner un peu bizarre. Je ne sais pas si cette histoire est vraiment mystique. En tout cas, je vais l'intituler le jour où j'ai rencontré un franc-maçon. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle n'est pas trop mystique en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la ville où je suis ici, là, j'avais une meilleure amie. Et à la base, je suis très casanière. C'est-à-dire que je me méfie de tout le monde. Donc moi, j'ai pas vraiment beaucoup d'amis. Elle, jusqu'à présent, c'est ma seule amie ici dans cette ville. Et en général, même si je compte le nombre d'amis que j'ai, ils ne sont pas plus de 5. Donc, je suis très stricte. Je suis très casanière. Je n'aimais pas parce que j'essaye d'être un peu ouverte tout en me méfiant des gens toujours. Donc, la plupart des gens que je connais dans cette ville, c'est grâce à elle. Elle me baladait, on faisait des tours des restaurants, on aimait bien ça, on s'amusait bien avec elle. Et vu que j'étais dans l'optique d'être un peu plus ouverte, plus sociale, parce que franchement, quand vous me voyez en route là, ça ne vous donne même pas envie de m'aborder. Parce que quand je sors, si je sors, je dis que je vais au marché. C'est-à-dire que tu peux même être mon père. Tu passes devant moi là, je ne vais pas te voir. Parce que dans ma tête, justement, focus. Quand je sors, je dis que je vais au marché. Dans ma tête, c'est seulement ça. Donc je fonce tout droit. Même si tu peux être là, je peux te connaître, tu me travailles, tu m'appelles même, je ne vais pas entendre. Bref. Et donc, je n'ai vu que j'ai pas vraiment d'amis. Et je m'ennuyais beaucoup parce que moi, je vis seule, mais elle vit en famille. Donc, nous deux, nous sommes inscrites sur un site de rencontre que je vais taire le nom. Dans le site là, on faisait des rencontres, elle et moi. C'était genre chacune de son côté. Mais elle, ce qu'elle aimait bien faire, c'est qu'elle aimait m'inviter dans ses dates en fait. Donc, des fois, c'est le premier jour qu'elle rencontre la personne, elle vient avec moi. Ou bien des fois, ils se sont déjà vus une fois. La deuxième fois, elle vient avec moi. Enfin, en tout cas, moi, je lui disais toujours de dire à la personne qu'elle sera accompagnée. Parce que je n'aime pas je n'aime pas être la personne qui tient la chandelle, en fait. Donc, elle a rencontré ce Nigérian. Très bon. Il était très beau. Enfin, il n'est pas encore mort. Très beau. Et il ne parlait pas français, il parlait que l'anglais. Et le monsieur, c'est le même jour qu'elle a rencontré. Enfin, on l'a rencontré ensemble, elle et moi. Nous sommes allés à son hôtel. L'hôtel, vu que c'est l'entreprise qui a payé l'hôtel, parce que il est en mission. Donc, il n'est pas venu pour les vacances, il est en mission. Et le monsieur voyage beaucoup. Le monsieur voyage énormément. C'est-à-dire que en un an, le monsieur peut même faire 15 pays d'Afrique. Il voyage énormément. Et donc, je ne sais plus trop ce qu'il fait vraiment. Tout ce que je sais, c'est que il supervise quelque chose, en fait. C'est-à-dire que son entreprise est un peu dans presque tous les pays. Et lui, il est chargé de superviser ce qui se passe. Je ne sais pas trop. Bref, en tout cas. Donc quand il arrive au Cameroun, même il s'est inscrit, il était sur il était dans l'application, il s'est inscrit également et puis voilà. Ce jour-là, elle lui a dit que elle venait avec moi. Il lui a dit ouais, c'est quoi, tu as peur et tout. Elle lui a dit non, et nous deux nous sommes anglophones, elle et moi. Elle lui a dit non, c'est pas que j'ai peur, juste que c'est ma soeur, je vais pas la laisser seule à la maison et tout. Il a dit ok, donc nous sommes allés à son hôtel.
Hôtel très chic d'ailleurs. On arrive, tout s'est bien passé, hein. Le monsieur était gentil, il était super gentil, je vous promets. Et il nous parlait un peu des gens qu'il connaît parce que dans son téléphone, il a reçu un coup de fil. Et puis, c'était qui? C'était la chanteuse Aira Star. Et puis, elle et moi, nous étions en mode hey, il la connaît comment et tout. Et puis, il nous expliquait que, en fait, il a grandi avec elle. Il a grandi avec elle. C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans une sorte de clan, là. On appelle ça comment? Les clans? Non, pas les clans. Les maisons où tout le monde a la même cour, là. Bref. En tout cas, on était blasés que ouais, le mec, il connaît des gens. En plus, le monsieur, il a de l'argent. Ça se voyait, le monsieur a de l'argent. Ça se voyait, le monsieur a vraiment de l'argent. Et puis, à la base, moi, j'avais pas remarqué son doigt, hein, parce qu'il portait une bague. J'avais pas remarqué sa bague. Ça s'est bien passé ce jour-là, on a mangé, on a ri, voilà. Il voulait qu'on sorte après, mais elle, vu que elle vit en famille, c'était pas possible. Donc, nous deux, nous sommes rentrés. Elle voulait à la base me laisser et rentrer. Je lui ai dit, non, maman, pardon, ne me laisse pas. Nous sommes rentrés ensemble. Quelques jours après, ils ont continué à se voir. Des fois, on se voyait aussi à 3, mais c'était vraiment rare. Et puis, à ce jour où il est reparti au Nigeria, elle lui a dit, elle m'a envoyé une photo, il lui a envoyé une photo à elle, et puis elle m'a envoyé la photo. Sur la photo, je regarde sa main, je vois, il a une bague. Vous voyez, la bague là me disait trop quelque chose parce que je suis une adepte de tout ce qui est mystique là. Franchement, depuis que je peux dire même 16 ans, hein, tout ce qui est mystique là, j'aime aller sur YouTube, chercher les trucs mystiques. Au départ, c'était les stars, regarder les trucs de stars, des Illuminati et consorts, bref. Donc, j'ai vu cette bague là, j'ai dit, je connais la bague ici quelque part. Je suis allée faire les recherches sur le net. J'ai tapé bague franc-maçonnerie et net, la bague est sortie. Donc, c'est-à-dire que c'était la même bague. En fait, la bague était comment? C'est une bague et ça avait vraiment l'air cher en fait. Parce que la bague, elle était en or. Oui, sa bague, elle lui était en or. Le vrai or, genre, l'or pur. Et c'était un triangle. Mais en fait, c'était comme deux V. Donc, un V du bon côté et l'autre inversé. Ça formait une espèce de triangle bizarre là. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et les bordures, c'est-à-dire tout autour, un peu comme les pièces de monnaie. Autour, c'est marqué Béac, machin, Afrique centrale et consorts. Bref, c'était comme ça. Il y avait des trucs en latin écrits tout au long du cercle. Enfin, ça formait un cercle là. Et j'ai dit, je lui ai envoyé toutes les captures d'écran. Je lui ai dit que attends. Dans le Mexique, il est franc-maçon. Elle-même, elle était choquée que ouais, j'ai jamais. C'est vrai elle a remarqué la bague, mais la bague ne lui a rien dit. Et genre, il n'enlevait jamais la bague. Même quand il partait prendre une douche, il n'enlevait jamais la bague. Jamais. Je lui ai demandé, vous avez eu des rapports? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ah maman, c'est fini, hein. C'est fini, ma copine. C'est fini. On t'a pris. Puis, elle lui a posé des questions sur sa bague et tout. Il a dit non, c'est une bague qu'il a eue. Il fait partie d'un club et oui, c'est une chevalière en fait. Ils ont ça dans le club et tout. Je lui ai dit, le club de quoi? Demande-lui le club de quoi? Après, il a changé de sujet. Je lui ai dit, ah, tu vois. Mais en fait, rien ne s'est passé. C'est-à-dire que rien ne s'est passé pour elle, elle n'est pas tombée malade. On n'a rien eu, elle et moi, on n'a rien eu. Elle se porte bien jusqu'à présent. Voilà. Mais c'est un franc-maçon. Il a avoué être membre d'un club, mais il n'a pas dit ce qu'ils font dans le club. Il n'a même plus voulu parler. Il a juste dit que c'est une chevalière qu'ils ont... chevalière, qu'est-ce que je raconte? Une chevalière qu'ils ont eu, que tout le monde dans ce club-là a. Et je vous rappelle que c'est en or. C'est-à-dire que la bague, la chevalière, la pèse. Quand tu la vois, elle est très belle déjà. Elle est très belle. Tu sens que c'est pas comme les bagues qu'on achète là au marché et tout. Tu sens un truc qui a coûté cher. Tu sens un truc qu'on a pris le temps pour graver chaque lettre en fait. Bref, c'était un peu mon histoire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas trop mystique parce que c'est un franc-maçon, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé et il était très gentil. Je vous promets qu'il était
est très timide en plus. C'est même ça qui me dépasse parce que ça ne coïncide pas trop. En tout cas, c'était un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour Gerdé, bonjour la communauté, bonjour tout le monde, vous qui nous suivez de partout, je vous salue. Je reviens avec ma deuxième histoire. Avant de commencer, j'invite tout le monde à liker, partager et commenter. C'est comme GMD nous a toujours dit, c'est juste pour sensibiliser, c'est très important. En passant, je te dis merci DMG parce que moi, personnellement, j'ai été fortement visitée par des histoires affermies. Cela m'a permis encore d'être prudente et souple vraiment. L'histoire se déroule toujours à Kinshasa, dans mon pays, la RDC. Je sais, très souvent, je parle des histoires qui se passent dans l'église. Et c'est parce que je suis aussi vraiment, vraiment, vraiment dans des choses de Dieu. Il y a de faits qui se déroulent dans l'église et j'aimerais bien les partager avec tout le monde. Oui, tu sais, DMG, dans notre pays, la RDC, les gens aiment beaucoup Dieu. Ça, vraiment, c'est vrai. Les gens aiment beaucoup Dieu et le diable aussi a compris que voilà, les élus fréquentent trop les églises pour les avoir. Il s'est éclipsé dans l'église afin de détruire les âmes. C'est comme tu dis, c'est pour sensibiliser. Je raconte ces histoires, pas pour dire de mal de l'église, mais seulement pour sensibiliser mes autres frères et sœurs abonnés à cette chaîne. Et bien voilà. Oui, cette histoire m'a été racontée par l'une de mes sœurs dans la foi. Oui, on priait dans une même église, qui s'est retrouvée dans une famille, elle, sa mère et sa tante. Cette famille, ils étaient hébergés, donc c'était la maison d'une femme qui était amie de sa maman. Et bien voilà, c'est ça. Bon, il s'agit d'une femme fervente, une femme de prière. Et elle était au cadre dans une banque de la place. Oui, cette maman avait beaucoup d'argent. C'était une femme seule avec 3 filles. Elle avait 3 filles. Alors, il y a eu retraite organisée dans l'église, la retraite de prière. Et ça concernait tout le monde dans l'église. Le programme était, il y avait certaines personnes qui entraient les avant-midi, donc la journée, et les autres le soir, la nuit, parce que ceux qui travaillaient devraient venir la nuit parce qu'ils n'allaient pas avoir le temps, trouver du temps pour prier pendant la journée. Cela était facultatif selon les occupations de chacun dans l'église. Qu'est-ce qu'il y a eu? La maman, comme elle travaillait, elle avait opté pour la prière de la nuit. Et dans l'église, depuis les premiers jours, elle s'était choisi un coin où elle trouvait qu'elle pouvait être calme, à l'aise pour prier. Il y avait une chaise là. Pendant le repos, elle étalait sa natte, ses draps là à côté de la chaise. Donc, en fait signe que la prière veut commencer, alors elle s'élève, elle fait tout, et puis elle se met sur sa chaise. Elle avait déjà fait plus d'une semaine de prière parce que selon la sœur, la prière devait avoir lieu. Bon, c'était une prière de 21 jours, donc 3 semaines. Arrivé un jour, elle était là étalée, bon, elle était là couchée à côté de sa chaise là. Lorsque on fait signe que la prière devrait commencer, pendant qu'elle a rangé, elle était en train de ranger ses draps, ses histoires qu'elle avait, une autre femme est venue s'asseoir sur sa chaise. Alors la maman s'adresse à elle, lui disant que voilà ma soeur, tu peux trouver une autre chaise
Et parce que celle-là, elle m'appartient depuis le début de la prière, le commencement. J'étais là, bon, c'est un coin que je me suis choisi toute seule, je me sens à l'aise. Tu vois, d'ailleurs, il y avait mon sac sur la chaise. Je l'ai prise pour ranger mes draps et tout. Je voulais m'asseoir. S'il te plaît, tu peux te déplacer, prendre même la chaise qui est à côté de celle-ci, parce que là, je me sens vraiment très à l'aise pour prier. L'autre là n'a pas aimé, elle a réagi, bon, c'est fait une dispute. Et bon, vexé, l'autre moment, vous savez, avec les cadres, des gens friqués, bon, avec l'air égaux, elle n'a pas pu supporter le langage et la réaction de l'autre femme là. Et elle était vraiment en colère qu'elle n'a pas pu continuer la prière. Et elle a pris la décision de retourner à la maison parce que selon elle, l'esprit n'était plus disposé à ses prières. Et bien voilà. Les autres frères et sœurs sont venus l'exhorter, lui ont demandé, parce que l'autre maman là était toujours assise, elle a dit qu'elle ne laissera pas, elle garde la chaise, c'est à elle d'aller trouver mieux ailleurs. Alors les autres frères et sœurs se sont approchés pour essayer un peu de faire raisonner la maman en lui disant que non, tu vois, laisse seulement faire. Comme elle est là, tu ne pourras pas la prendre par force. Et puis voilà, tu peux toujours chercher une autre chaise ailleurs. Tu vas prier, l'Éternel va exaucer ta prière, il va écouter ta prière. Et la maman a carrément refusé. Et lorsqu'elle a pris la décision de partir, les frères et les sœurs l'ont exhorté. Tu vois, maman, tu ne peux pas sortir, et machin. Finalement, bon, elle était déjà décidée. Elle est sortie de l'église. Quand elle est sortie, elle s'est dirigée vers sa voiture pour retourner à la maison parce qu'elle avait confirmé aux autres non pour aujourd'hui, pour cette nuit. Comme j'ai eu des disputes avec la sœur, je ne saurais plus, je n'ai plus la tête à ça, je ne saurais plus bien prier. Il serait mieux que je retourne à la maison, je retrouve mes esprits, comme ça le jour suivant je reprendrai. Bon, on a laissé faire. En sortant, elle s'est dirigée vers sa voiture jusqu'à ce qu'elle jette un coup d'œil, elle voit une autre voiture garée à côté et il y avait un homme dedans qui l'a appelé. Par respect, la maman est partie vers l'homme. Vraiment, je rappelle que c'était une femme fervente dans la prière. C'était vraiment une femme de prière. Par respect, elle s'est approchée de ces messieurs. Ils ont commencé à échanger. Le monsieur l'a dragué, il lui a fait des avances, lui demandant de sortir avec elle. Oh voilà, tu es jolie, tout ça. Elle dit son âge. Le monsieur dit non, mais te regardant comme ça, tu es comme une jeune fille. Vous connaissez comment les choses se passent avec les hommes. Un très bon dragueur. Curieusement, cette femme qui craignait Dieu, cette femme de prière, a cédé devant cet homme-là avec facilité. Le monsieur qui lui demande d'entrer dans sa voiture pour aller quelque part se reposer et s'échanger des idées. Cette femme-là, vraiment DMG, elle est même entrée dans la voiture de ces messieurs. Elle a oublié la sienne. Et bien voilà qu'elle part avec le monsieur. Ils sont allés ils ont pris une chambre d'hôtel et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire là-bas. Et ils se sont échangés des numéros avec le monsieur, voilà. Et puis, la maman le matin, elle retourne à l'église, elle récupère sa voiture et s'en va chez elle pour s'apprêter. Eh bien, c'est ça. Elle s'est apprêtée, elle est partie au travail, et bien voilà. Quelque temps après, la maman a commencé à sentir de malaise dans son corps. Elle a décidé d'aller voir un médecin pour les analyses. Arrivée là-bas, c'est alors que le médecin lui annonce qu'elle était enceinte. Elle était enceinte. Wow. Enceinte. Elle a essayé de recoller les morceaux. Et voilà qu'elle revient vers cet homme et dit, voilà, non. J'ai eu des relations sexuelles récemment avec un monsieur. Ça doit être lui. Alors, elle a résolu d'appeler le monsieur sur le numéro qui lui a été donné. Elle essaye, le numéro n'est passé pas. Le numéro n'est passé pas.
Et après un temps, et après quelques mois, et tous les jours, elle tentait, elle essayait de le joindre, mais sans succès. Après quelques mois, elle s'en va à l'hôpital pour à l'échographie, bien sûr. Et c'est alors qu'on lui annonce qu'elle attend un petit garçon. Émue de la nouvelle, parce que c'était un petit garçon, elle n'avait que des filles. Elle était vraiment contente. Elle a dit de toutes les façons, c'est un enfant, c'est mon enfant. Et surtout que c'est un garçon, je préfère le garder. Elle garde le petit. Bon, après l'accouchement, une année plus tôt après l'accouchement, DMG, les mystiques commencent à s'opérer dans la maison. Tantôt, il y avait l'argent qui s'est perdu, des grosses sommes. Tantôt, on trouvait l'argent déchiré. Quand je vous dis des grosses sommes, c'est des grosses sommes. Deux fois, des assiettes cassées, des histoires. Lorsqu'on fait les lits, on arrange la chambre, on trouve tout en désordre dans la maison. La nourriture qu'on pouvait garder pour la maman, dès qu'elle vient, elle ouvre les assiettes comme ça, c'est vide. Et elle s'est posé des questions, elle faisait des problèmes à ses filles. Et c'était vraiment terrible dans la maison. Et personne ne pouvait s'imaginer que cet enfant, à cet âge-là, pouvait faire ça, alors que c'était le petit. L'enfant grandissait tellement qu'il était. Elle chérissait son petit garçon. Ses sœurs-là, elle était contente. Elle disait, nous avons enfin un frère. Et c'était comme ça, tout le monde l'aimait. Et bien voilà, les choses continuaient à la maison. L'enfant grandissait. À 5 ans, DMG, donc dans cette maison-là, il y avait ma sœur là dans la foi, celle qui nous a raconté l'histoire, elle, sa mère et sa tante, qu'on hébergeait dans cette maison, les 3 filles de cette maman, y compris cette maman, donc cette femme avec un seul garçon, le petit d'ailleurs de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé DMG? À l'âge de 5 ans, toutes les femmes qui étaient dans la maison ont constaté que quand elle s'est réveillée, s'est réveillée le matin, elle s'est rendue compte qu'elles avaient eu de relations sexuelles. Elle s'est retrouvée nue et elle ne comprenait pas comment ça arrivait. Pourtant, il n'y avait pas un homme qui pouvait faire ça dans la maison. Au début, chacun gardait le secret pour lui. Et après un temps, tellement que ça en était de trop, et bon, elles ont commencé à se le dire en famille. N'oubliez pas qu'il y avait 2 familles. Tellement que les choses continuaient, ils ont trouvé non, nous devons en parler. Elles se sont concertées toutes. Elles se sont dit des choses, voilà, c'est que nous vivons ici, machin. Et c'est alors que, comme quand je dis c'était des femmes de prière dans cette maison-là, alors elles ont résolu d'inviter les hommes de Dieu dans la maison afin qu'ils prient. Parce que tout allait vers le petit. Parce que ce petit-là, même lorsqu'il gaffait dans la maison, vous le punissez, vous l'enfermez elle l'enfermait dans une chambre. Curieusement, elles vont le retrouver dans une autre pièce de la maison. Et dans la chambre là, il ne s'y trouvait plus. Cependant, la chambre restait fermée. Alors, elles ont commencé à se poser des questions. Elles se sont dit que sûrement ce petit est possédé. Et qu'elles devraient faire appel aux hommes de Dieu, afin de prier pour la maison et pour le petit. La première fois, ils ont invité des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont venus et ils ont échangé avec la famille, avec la maman. Et comme d'habitude, on les a servi quelque chose ce soir-là lorsqu'ils sont arrivés. Ils ont mangé et ils ont dit que tout le monde se repose. Comme ça, à minuit, on démarre la prière. Et cette nuit-là, les hommes de Dieu, tout le monde, l'enfant a soufflé sur elle.
Un envoûtement terrible, tout le monde a dormi jusqu'au grand matin. Il se réveille le matin comme ça, il regarde l'air, waouh, donc on n'a pas prié. Ils avaient honte devant la famille, bon, ils se sont excusés. Ils ont dit à maman, on n'a pas compris, bon, dans ce cas, nous retournons. Nous allons encore nous concentrer dans la prière pour demander à Dieu ce qui s'est passé. Nous reviendrons prochainement. D'accord, d'accord, ils sont partis. La prochaine séance, les hommes de Dieu sont arrivés. Cette fois-là, on les a servis, ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne mangent pas. On attend seulement minuit et comme ça, nous allons nous emballer dans la prière. DMG, le petit est venu, il a encore soufflé sur les hommes de Dieu qui se sont retrouvés en train de faire des rapports sexuels avec toutes ces femmes-là dans la maison. Tout nus, ils étaient là, excusez-moi le terme, ils ont fait ça toute la nuit. Et le matin, ils se réveillent, ils se retrouvent tous, donc les femmes et les hommes de Dieu, nus. À côté de chacun, hein, tout ça, il y avait des femmes nues, ils se sont rendus compte que, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Les hommes de Dieu, le matin, honteux, confus, ils n'ont pas pu se regarder en face. Ils ont porté leurs habits et ils sont sortis pour ne plus jamais retourner dans la maison. En attendant, le petit grandissait et il posait des actes, des actions mystiques même à l'école parce qu'il avait déjà commencé l'école. Tout le monde avait peur de ces petits. Les enseignants, les autorités de l'école, quand on convoquait les parents, la maman manquait quoi dire. C'était un petit qui, même si vous parlez en vase clos et qu'il n'est pas là, dès que vous sortez de là, il vous voit, il vous dit plutôt, j'ai écouté, vous avez dit ça sur moi, et il prenait soin de punir tout le monde qui lui faisait du mal. Même à la maison, lorsqu'on prend parfois le fouet pour le corriger, la personne qui tient le fouet, lorsqu'il soulève son bras comme ça, elle sent une lourdeur terrible au point qu'il n'arrive pas à frapper le petit. Et le petit avait sémé la terreur dans sa famille, à l'école, et c'était comme ça. C'était lui qui faisait la loi dans la maison et il continuait à coucher avec toutes les femmes qui étaient dans la maison. Tout le monde était impuissant de s'opposer à cet enfant-là. Maintenant, ma sœur là qui était hébergée dans cette famille, elle a dit non, bon, elle a dit à la maman, à la propriétaire de la maison, non, moi, je suis notre pasteur, il est vraiment puissant. L'apôtre, dans notre église, il y a beaucoup de prophètes comme ça. Que j'aille chercher mon pasteur et les serviteurs de notre église, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose. Là, c'est de mon pasteur qu'il s'agissait. Là où on priait, c'était un homme très puissant, en prophétie, en délivrance. Vraiment, l'église était bénie dans ce sens-là. Nous avions beaucoup de prophètes dans l'église. Vraiment, c'était un ministère d'intercession. Et c'est comme ça que la sœur vient à l'église, elle en parle au pasteur et bon, le pasteur dit bon, on va aller. Et il a pris avec lui les hommes puissants, les serviteurs puissants de l'église, des prophètes, tout un groupe de personnes là. Ils ont dit qu'on va aller dans une famille et tout, voilà. Ils arrivent dans la famille et bien voilà, ils commencent à échanger avec la maman. La maman racontait comment elle a eu cet enfant et chacune des femmes dans la maison racontait au pasteur, aux hommes de Dieu, ce qu'elles ont vécu, et bien machin, et tout. Le pasteur a dit, bon, c'est pas grave, nous allons prier, nous avons un Dieu puissant, rien ne peut résister devant Dieu, et bien machin, c'est ça, voilà. À un moment donné, DMG,
Le petit sort. Je rappelle qu'à l'époque, à cette période-là, selon la sœur, il devrait avoir 7 à 8 ans maintenant. Le petit sort de sa chambre. Il vient, il s'approche devant notre pasteur. Il commence à parler au pasteur, il lui dit son nom, poste-nom, prénom, son village, sa tribu, son âge, celui de sa femme, il parle de ses enfants, le nombre des enfants, des choses enfouies, les secrets du pasteur, il raconte tout et ce n'est pas seulement au pasteur qu'il s'est adressé, il s'est adressé à tous les hommes de Dieu qui lui avait accompagné. Il a parlé, le petit, sous forme de prophétie. Il lui a raconté tout ce qui se sont dit à l'église. Quand vous avez prié, on vous a dit ceci, cela. En route, vous dites, DMG, tout ça, le petit a raconté. Les pasteurs et les hommes de Dieu sont restés perplexes. Ils étaient là, figés, regardant le petit, et nul n'a osé ouvrir sa bouche pour s'adresser, pour, je ne sais pas moi, répondre à ces petits-là, qui parlaient, qui avaient pris l'autorité sur tout le monde. Tout le monde est resté comme ça, perplexe, confus, regardant le stupéfait, regardant les petits garçons en train de parler. Et le petit ajoute, il dit à mon pasteur, tu vois, je connais toute ta vie. Tu sais quoi? Tu es petit devant moi. Tu es un petit enfant dans mes mains. Je ne peux pas faire face à moi. Regarde-moi bien. Tu ne peux lever un doigt sur moi tel que tu es là. Toi et tes hommes. Alors, si tu tiens à toi, à ta famille et à ton église, ton ministère, je t'ordonne de sortir dans l'immédiat. Prends ce avec qui tu es venu, prends ta Bible et sors de cette maison. Cette maison est mon territoire. Il m'appartient. Regarde-moi bien. Je suis Lucifer. Je répète, je suis Lucifer. Tu ne peux pas faire face à moi. Je retourne dans ma chambre. Je te donne 5 minutes. Je reviendrai ici. Si je te trouve ici, tu vas regretter toute ta vie d'être venu me menacer dans mon territoire. Le petit est parti. DMG. Tout le monde est resté comme ça perplexe. Personne ne pouvait rien dire. C'est alors que mon pasteur s'élève, l'homme puissant. Il prend sa Bible, il la met sous son épaule, regarde les autres serviteurs et leur dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à le faire. Si tu ne veux pas, tu restes, tu continues les programmes. Moi là, je sors, je m'en vais. Ce n'est pas un combat de mon niveau, de notre niveau. Nous avons affaire à un plus grand. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Hein. Le pasteur a fait le pas. Les autres serviteurs derrière le pasteur DMG. Nos sœurs là qui vivaient dans cette maison, derrière les hommes de Dieu, elles n'ont même pas pu prendre quoi que ce soit de leur bagage. Elles sont sorties avec les habits qu'elles avaient au corps. Et c'est parti. Ils sont partis. Et la famille est restée comme ça. On ne connaît pas la suite de cette famille-là. Leçon morale. Bien aimé, ce que je veux dire,
Ne laissez pas la colère nous emporter. Tu vois ce qui est arrivé à cette femme. Elle a regardé son ego, sa position. Le diable connaît la faiblesse de tout un chacun de nous. Le diable savait que cette femme-là, avec son ego, sa fierté, ne supporte pas ce genre de comportement. C'est pourquoi le diable s'est incarné dans l'autre sœur pour la faire partir de la présence de Dieu. Écoutez, même ce n'est pas seulement pendant le retraite de prière, mais ça peut être dans la vie de tous les jours. Vous pouvez vivre avec un sorcier dans la famille, un sorcier dans le quartier, je ne sais pas moi où, à ton lieu de travail, ton lieu de travail. Ne laisse pas tes faiblesses t'emporter. Ne prends pas la décision sous la colère. Ne te laisse pas faire. Et nous devons retenir une chose. Le combat que nous l'avons pas contre nos prochains, pas contre nos semblables, mais contre le diable. Quelquefois, lorsque le problème surgit dans nos vies et qui viennent au travers d'une personne peut-être proche de nous, quand tu pries, il faut prier et condamner les œuvres du diable dans cette personne, détruire la puissance du diable dans cette personne, afin que celui-là ou celle-là ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi. Si cette femme-là avait écouté les conseils des autres frères et sœurs qui lui interdisaient de sortir et de chercher une autre place, si cette sœur-là, cette maman avait usé de l'humilité, peut-être elle ne serait pas retrouvée dans cette situation. Pardon, contrôlons nos émotions. Le diable, plus Dieu nous connaît, le diable aussi nous connaît. Il sait par où entrer dans nos vies. En tout cas, c'était ça ma petite histoire. Laisse que celle-ci puisse édifier celui qui l'écoute et que Dieu puisse donner la force à chacun de nous de se surpasser, de contrôler ses émotions. C'est alors que je vous dis bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Franchement, DMG, quand j'écoute des gens raconter des histoires, parfois les gens qui retardent pour raconter des histoires, je suis toujours là. Quand j'écoute, je dis genre, on raconte bien, parle bien. J'ai fait toujours des commentaires, genre, devant le téléphone, ne sachant pas que vraiment raconter une histoire sur DMG, il faut avoir un courage et il faut avoir une éloquence vraiment pas possible. C'est vraiment un stress total. Chapeau à tous ceux qui racontent des histoires brillamment. Chapeau à vous. Brillamment. Le français. Je vais me blesser ici, là, c'est DMG. Chapeau à vous. Franchement, il faut avoir un courage. Donc, j'ai 3 petites histoires racontées en une seule. Ce sont des extraits, quoi. Des petites histoires, genre, pas tellement histoire, mais je sais pas si c'est mystique, mais vous allez en juger. La première histoire, c'était ma mère qui me l'avait racontée. Elle était petite. Elle était encore jeune, elle avait 17 ans, voilà. Elle a sa grande soeur qui est initiée. Donc, sa grande soeur, elle avait son copain qui restait à la Pointe-de-Nuit. Ici, au Gabon, à Libreville, il faut traverser pour aller à la Pointe-de-Nuit. Je ne sais pas si c'est une île ou c'est quoi, c'est un village, je ne sais pas trop. Mais la Pointe-de-Nuit, moi, je ne suis jamais partie. Il faut traverser pour aller à la Pointe-de-Nuit. Donc là-bas, il y a des petits villages et tout. Donc ma tante avait son gars là-bas. Donc elle a pris ma mère, puisqu'elle aimait beaucoup ma mère, elle était beaucoup attachée à ma mère, elle a pris ma mère pour aller séjourner avec elle là-bas chez son gars. Et après, rentrer sur Libreville, voilà, après le séjour. Boum. Donc, ma mère me dit quand ils sont arrivés à la Pointe-de-Nuit, tout se passait bien. Et là-bas, ils sont entourés d'eau. Donc, du coup, ma tante et ma mère, ils sont allés à la, je sais pas si c'est la rivière ou à la mer, non, je crois que c'était une rivière. C'était une rivière pour laver les assiettes. Du coup, ma mère lavait les assiettes et ma tante, elle lavait le linge à côté.
Ma mère lavait les assiettes et elle a mis le seau des assiettes à côté de la rivière, au large, de sorte que quand elle lave, elle rince, elle met tout droit dans le seau. Ma mère me dit tout d'un coup, elle a vu le seau commencer à flotter. C'est-à-dire que ça partait maintenant dans la rivière en question. Ça partait, le seau partait. C'est là où, tout d'un coup, le seau est parti, presque au milieu de la rivière en question. Et le seau s'est retourné comme si quelqu'un avait retourné, le seau rempli des assiettes, s'est retourné, genre, boum, et c'est rentré. Non, ma mère a voulu plonger pour aller vite rattraper le seau. C'est là où ma tante a suivi le geste. Elle a vite attrapé ma mère. Elle dit, tu es parti où? Tu sais pas que si tu pars, tu plonges pour rattraper le seau là, tu ne vas plus jamais ressortir. C'est la sirène qui est venue prendre les assiettes là. Elle voulait que tu la suives. Tu es folle ou quoi? On t'a dit qu'on suit les secondes. Tu as vu dès la manière que le seau s'est tourné, tu as vu que c'est normal. Un seau qui est plein, ça devait couler normalement, mais le seau s'est retourné pour genre comme si quelqu'un avait tourné ça. Boum! Et c'est rentré. Et quand c'est retourné, c'est même pas que les assiettes se sont éparpillées, non. C'est bien rentré, bien droit. Droit avec les assiettes à l'intérieur. C'est ma tante a grondé ma mère qu'il ne faut plus jamais faire ça. Même si tu vois bien que ta bassine part, laisse ta bassine partir. Ici, là, c'est dangereux. Ici, là, il y a mal les sirènes. Ici, il y a mal les choses, les phénomènes bizarres. Même si tu vois que ton pantalon part, laisse partir. Ne suis pas. Ne suis pas, plus jamais refaire ça. Donc, bon, ça, elle était un peu longue. Bon, je reviens pour l'autre histoire. Les deux autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Salut DMG. Salut à toute la team. Un bolo samba spécial. Toujours un bolo samba spécial à tout le peuple gabonais. Moi, c'est Yaya. Je vous envoie ces vocales depuis la Tunisie. Je vais vous conter 2 histoires en une. Parce que la plupart de mes histoires, j'ai fait l'effort de les résumer. Parce que si je fais tout expliquer, ça va prendre un peu de temps. Bon, c'est 2 histoires qui sont presque pareilles. C'est pour ça que je vais les résumer en une seule histoire. Comme je vous l'ai dit, je suis en Tunisie. Je suis un Bozaïeur. Bon, j'essaie de traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Et dans ce périple-là, j'ai vécu tellement de choses. Où il y a 2 situations qui étaient entièrement mystiques. Entièrement mystiques. Ici, pour prendre la mer, quand le convoi est déjà préparé, on fout tout le monde pour enlever les gris-gris, les choses qui dérangent l'eau en fait, les bijoux, l'or, le fer, selon ce qu'on dit ici là, que c'est pas bien pour traverser l'eau avec. Il y a toujours les gens qui s'entêtent, il y a toujours les têtus qui gardent certaines choses. Voici un convoi qui a été bien préparé normalement. Très bien préparé, l'effectif était déjà calé, tout était bloqué et tout. C'est vrai que la suite est un peu triste parce que dans tout le convoi de 45 personnes, il y a eu un seul survivant. Et c'est le seul survivant là qui est rentré nous relater les faits qui se sont passés sur la mer. Ils ont roulé normalement. Ils ont embarqué et tout comme d'habitude. Ils roulaient normalement. Ils savaient que le boussolier ne maîtrisait plus à un niveau. Le boussolier a commencé à perdre le nord. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Quelques temps après, c'est quelques membres de l'équipage qui ont commencé à raconter certaines histoires à dormir debout. L'autre se lève et commence à crier. Nous sommes déjà morts, on va tous mourir. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher. Ah. D'autres sont en train de demander, mais qui vient nous chercher? Les voilà, ils viennent nous chercher. L'autre se lève dans le convoi. Il dit qu'il sort. Ça veut dire qu'il sort comme si il est sur la terre ferme. C'est un peu comme si tu quittes peut-être d'une pièce à l'autre. Il dit qu'il sort pour aller de l'autre côté. Il met le pied, en marchant, il tombe dans l'eau. C'est comme ça qu'il est parti. D'autres crient, ils s'exclament. Les voilà qui viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher. Pour finir, le carburant est fini. Je ne sais pas comment le carburant est fini. Il manquait juste le fond d'un dernier bidon. Le capitaine décide alors qu'avec le peu, il va faire l'effort d'avancer. Parce qu'ici, il y a la frontière aussi sur l'eau. Quand vous n'avez pas encore traversé la frontière,
la marine de la Tunisie peut encore vous arrêter. Or, quand vous avez à traverser la frontière sur l'eau, la marine n'a plus le droit de traverser pour aller vous arrêter là-bas. Ce qui fait que vous pouvez avoir plus de chances que la marine de l'Italie vienne vous prendre. Donc, le capitaine voulait faire l'effort d'avancer encore un peu avec le reste des carburants qu'il y avait pour avoir une chance de traverser la frontière. Il a donc essayé, dès qu'il a encore redémarré le moteur, parce que quand l'équipage a commencé à s'embrouiller, à crier, il y avait la panique. Et quand il y a la panique, si ça commence à rouler automatiquement, ça va nous faire. Ce qui fait que le capitaine d'abord s'est arrêté pour essayer de les calmer avant de reprendre. Quand cela a un peu baissé, les gens étaient un peu tranquilles. Le capitaine a alors redémarré pendant qu'il était en train d'avancer. La toute première vague qu'il a retrouvée, comme il avançait un peu là, une toute petite vague est venue, je te l'ai soulevé. Tout le convoi donc s'est noyé. Tout le convoi s'est noyé. Tous les 44 personnes sont mortes. Une seule personne a survécu dans le convoi. C'est lui qui nous a relaté les faits. Le deuxième convoi que moi j'ai vécu, c'est la même procédure. On fouille toujours tout le monde, les membres de l'équipage, on les fouille pour enlever les grilles. Parce que beaucoup s'entêtent. Les Sénégalais, les Maliens, ils aiment trop les grilles, les Écosses. Chacun qui est de son pays avec ses talismans et tout. Or, ici, là, on dit que la magie ne traverse pas l'eau. Il faut se débarrasser de ça. Ils savaient que les capitaines étaient les Sénégalais. Et parfois, c'est difficile de trouver les capitaines. Donc, ce qui fait que quand tu trouves un capitaine, parfois, il peut bouder quand tu ne le fouilles pas et tout. Tu ne sais pas ce qu'il a mis sur lui. Parfois, on tape l'œil. Parce que c'est difficile de trouver le capitaine. Quand tu trouves le capitaine qui peut tirer. Donc, ici, on les chuchote, quoi. Bon, ici, là, on les entretient. On les encadre. Donc, ces jours-là, ils n'ont pas fouillé les capitaines. Même si on les a fouillés, on ne les a pas fouillés à fond. C'est qui fait qu'il y avait les grilles sur eux. Ils étaient deux. Parce qu'il y a toujours deux membres de l'équipage qui gèrent le convoi. Le capitaine et le boussolier. Ils ont lancé le convoi, ils ont roulé normalement. Ils arrivent à un niveau. Le capitaine dit qu'il a sommeil. Il dit qu'il a sommeil, il arrête le moteur. Il commence à dormir. Vous êtes sur la pleine mer. La première fois que j'ai pris l'eau, DMG, la mer c'est un autre monde. Voilà, il va arriver là-bas pour comprendre. La mer c'est un autre monde. Nous sommes vraiment dans deux mondes. L'eau là, c'est un autre monde. Vous êtes sur la mer comme ça, dans le bateau, un tout petit bateau comme ça, avec plusieurs personnes. Il n'y a rien qui vous protège, si ce n'est que votre calme, votre silence, votre prière. C'est Dieu qui vous amène. Le gars dit qu'il a sommeil, il arrête le moteur, il commence à dormir. Il se réveille après. Quelques temps qu'il dort, il se réveille, il démarre encore le moteur ne démarre pas. Il démarre, ça ne démarre pas. L'équipage a commencé à paniquer. L'équipage panique. Le capitaine a commencé à parler. Il parle des choses insensées. On ne sait plus ce qu'il dit. Comme s'il est fou. Il parle. Il ne se reconnaît plus. C'est les pêcheurs, en passant, qui ont vu le convoi. Ils ont appelé à l'aide en détresse. Les pêcheurs ont remorqué le convoi pour rentrer en Tunisie avec. C'est comme ça qu'on arrive en Tunisie. L'équipage donc étant fâché, il pouvait bien arriver en Italie. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Étant fâché, on a commencé à taper sur le capitaine et tout. C'est où on s'est rendu compte qu'il avait des talismans dans son corps. Tout son corps était rempli de talismans. Les gris, les ceci, tout ça. On a compris que c'est à cause de ça que l'on n'a pas voulu. C'est à cause de ça qu'ils sont rentrés. Il y a trop de choses qui se passent ici. C'est où j'ai compris que l'eau là, on peut jouer avec la terre. Sur la terre, on blague, on joue. Mais sur l'eau là, c'est un autre monde. C'est une autre dimension. Donc mes frères, c'est dans ça que nous sommes en ce moment. Dieu va faire, on va traverser pour nous. Donc d'ici à là, vous vous portez bien et nous sommes ensemble. C'était tout pour l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Oui, bonjour DMJ. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, je viens vous raconter encore une histoire parce que ce matin, je suis bien motivé à raconter les histoires.
Bon, un jour bon, je me rappelle que je vis à Fumban. Je vis à Fumban. Bon, j'étais allé pour un séjour à Douala. Je suis arrivé là-bas. Bon, je suis arrivé là-bas pratiquement 4 jours, j'ai rencontré une belle fille, une jeune fille là-bas au niveau de Bonabéry, où je suis allé voir ma maman. Et puis, je l'ai rencontrée, on s'est salué, on s'est serré les coudes et tout. Bon, j'ai commencé à l'aborder. Bon, c'était récemment quelque chose, ça fait 2 ans maintenant. J'ai commencé à l'aborder. Bon, on a commencé à sortir ensemble. Et vu que moi, bon, j'ai un peu de moyens, je pourrais dire. Bon, et puis la fille, elle était tellement motivée, elle était tellement, bon, elle était pas dans mon par rapport, comme on le dit, quoi. Avec le temps, on s'est liés. Au bout d'un mois, on était déjà vraiment à fond dans la relation. Pour moi, je suis quelqu'un, genre, je m'en fous, quoi. Je suis quelqu'un, je sais pas, bah, il y a des fois où quelqu'un peut mourir, mais au point de moi, je m'en bats les couilles. Je m'inquiète de mes affaires. Je dirais que je suis très solitaire et aussi que je sais pas, je m'attache à rien du tout. Pratiquement rien du tout. Je vous assure que un matin, il y avait, pas un matin, aux environs de 3 heures un jour, la fille me réveille. Elle me réveille, elle me dit qu'elle veut me parler. Je lui dis, vas-y. Elle me dit qu'elle m'aime, des trucs comme ça. Moi aussi, honnêtement, je l'aimais. Je l'aimais, j'avais vraiment envie de faire des bails avec elle. J'avais vraiment envie de construire quelque chose avec elle. Puis qu'à ce moment-là, j'avais, bon, je dirais que j'étais en construction, j'avais mes moyens. Je- mais je, mais je ne, j'avais vraiment besoin d'une personne avec qui construire une vie, quoi. J'ai une fille à mes côtés qui pourrait bien me motiver, pour qui sera pas là que pour l'argent, quoi. Bon, elle était un peu dans ce style-là. C'est vrai que je l'ai pas dragué, elle savait pas que j'avais. Bon, c'est bien après qu'elle a su que j'étais un peu easy. Et elle me réveille aux environs de 3 heures. Cette histoire me fait encore rire. Elle me dit qu'elle veut me parler et tout. Je lui dis, ok, vas-y. Elle me dit, Hmm, depuis qu'on soit ensemble, bon, je fais tout pour elle, je suis là, elle a jamais connu un homme comme moi, elle savait pas qu'il y avait des hommes pareils dans la vie et tout. Bon, moi, je lui dis, honnêtement, maman m'a toujours dit, montre à une femme que tu l'aimes, eh bien, la meilleure des choses que tu puisses faire pour elle. Alors, j'ai toujours grandi avec cette initiative-là, si je puis appeler ça comme ça. Et elle me dit qu'elle est dans la sorcellerie. Moi, je prenais ça pour la blague. Et puis l'instant d'après, j'ai commencé à la croire qu'elle a commencé à me relater des trucs dans le monde paranormal et tout. Et moi, je lui dis, bon, je vous rappelle que moi, je suis scammer. Comme je suis scammer, j'ai Zagina, quoi, nous les Bamunzagina. Bon, déjà, ça m'impressionne pas parce que moi, j'ai vécu, je vois des trucs et nous, on avait des rituels qu'on fait et tout là. Moi, ça me dit rien. Ce qu'elle me disait là, moi, ça me disait rien. J'avais pas peur, je m'en foutais, quoi. Je me dis, mais je suis dans le... Et déjà, je vais vous raconter la partie là-bas. C'est juste qu'il faudrait bien qu'on masque ma voix parce qu'il faudrait pas qu'on me reconnaisse dans les parties de nourriture et tout, d'argent et tout là. Et il faudrait bien qu'on masque ma voix pour que je puisse sensibiliser les jeunes, quoi. Et puis elle me dit qu'elle est dans la sorcellerie, qu'on l'a initiée depuis qu'elle est jeune. Elle veut pas me faire du mal. Et puis elle-même, c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Et elle me protège et tout. Elle me protège et tout. Qu'elle va me protéger et tout. On pourra jamais me faire du mal. Mais moi, je lui ai dit, mais j'ai pas besoin de protection. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'argent. Est-ce que ta sorcellerie là, ça peut. Il y a rien dedans là qui peut me donner l'argent. Genre, il n'y a pas vraiment une fuite ou bien quelque chose, une bague qui pourrait me donner l'argent dedans. Elle me dit, elle sourit, elle me dit non. Non, peut-être qu'avec le temps, elle sait pas, quand elle va grandir dedans et elle aura des grades et tout, peut-être, elle sait pas. Mais maintenant, mais je lui dis, mais pour grandir dedans, il faudrait bien que tu puisses me vendre pour avoir des grades. Il faudrait bien que tu puisses vendre quelqu'un à qui tu tiens pour avoir des grades et tout. Elle me dit oui. Et si je me demande, elle te demande de me vendre, elle me dit, elle pourra pas faire ça. Je dis, mais laisse tomber. Laisse tomber. Moi, je te condamne pas dans tes affaires. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais ne me mêle pas à ça, pardon. Parce que moi, tu pourras pas me vendre. Même si tu veux me vendre, tu pourras pas me vendre. Tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis. Elle m'a regardé, elle a souri, elle a dit oui, je sais. Je sais.
Et je l'ai maintenant dit que continuons la relation. Bon, c'est vrai que ça fait après, on s'est séparés parce que bon, c'était plus trop ça. Bon, pas de ma faute en fait, quoi. La fille, bon, l'instant d'après, elle était frivole et tout. Bon. Je l'ai laissé tomber. Sinon, moi, je m'en foutais un peu, hein. Et c'était un peu ça l'histoire. Bon, ça m'a un peu fait rire. Depuis jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre que ça me... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. En fait, depuis, ça fait déjà peut-être 5 jours, je suis malade, je me sens pas bien, je suis grippée. Et donc la nuit, je n'arrive pas à bien dormir. Tout à l'heure, donc vu que je n'ai pas bien dormi cette nuit, tout à l'heure, j'ai un peu manipulé. Je me suis réveillée 2 fois, je me suis réveillée à 2 heures et puis je me suis réveillée à 5 heures. De 5 heures, c'est à 9, non, c'est vers 10 heures comme ça que je me couche, je me rendors encore. Mais non, je me rendors vu qu'il y a déjà le soleil est sorti et tout. Et je dors du sens inversé du lit. C'est-à-dire que où je suis censée mettre ma tête, moi je mets plutôt mes pieds là-bas. Donc, ma tête est où il y a mes pieds. Et donc, étant là, je peux apercevoir ma fenêtre parce que je suis dans une chambre d'étudiante. Et il y a un coin cuisine. Donc, c'est pas vraiment une cuisine, c'est juste un coin cuisine. Et il y a une fenêtre à ce niveau-là. Et vu que la porte de mes toilettes est fermée, la chambre est légèrement sombre, mais cette fenêtre-là donne un peu de lumière. Maintenant, je suis couchée et je n'arrive pas à bien respirer, donc ma bouche est ouverte. Je suis couchée, c'est comme si je me vois. Et au départ, je me disais non, c'est le rêve. Et puis, je me rends compte que non, ce n'est pas le rêve parce que il y a mon voisin, depuis une fois que je joue de la musique, je ne sais pas si tu entends. Et il jouait Niska. Donc, avant de m'endormir, c'est-à-dire qu'il a joué tous les sons de Niska. Avant de m'endormir, justement, je suivais ces sons-là et tout, vu que moi, j'aime bien Niska. Donc, au fur et à mesure du rêve, j'entends toujours ces sons-là et c'est en train de changer, c'est-à-dire que ce n'est pas le même son qui passe en boucle. Et je sais que je ne suis pas en train de rêver parce que je me vois dormir dans la position exacte, sauf que je n'arrive pas à me réveiller. Donc, je suis comme bloquée entre le rêve et la réalité parce que en même temps je rêve, en même temps je suis dans la réalité. Donc, je me voyais également dans le rêve. Donc, dans ce fameux rêve, ou bien c'est la réalité, je ne sais pas trop, je suis un peu perdue honnêtement. Je vois des gens qui viennent au chevet de mon lit. Moi, je n'arrive pas à bouger. Ils me présentent des trucs, d'autres me parlent. Je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de dire. Et je me rappelle de cette fille. S'il y a une fille qui vient, elle avait 3 colliers. Les colliers un peu filles. C'est-à-dire que le collier c'était gros et c'était rose. Et les 3 colliers formaient comme un puzzle. Il y a donc un sur lequel était écrit Love. Elle enlève dans celui-là, elle me donne. Sauf qu'elle me montre. Je dis que je n'arrivais même pas à voir. C'est comme si on m'avait drogué. Je suis comme ça là, je n'arrive même pas à bouger. J'essaye de bouger, rien. J'essaye même de regarder le collier qu'elle m'a donné. C'est après que, vu que je la connaissais, et c'est vrai que c'est la deuxième fois que je rêve de cette fille et de ces colliers-là. Elle me dit donc que c'est celui du milieu. Je savais que celui du milieu, il y avait écrit Love sur ça. Je la remercie et puis elle disparaît. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont venues me parler. Je ne sais pas trop ce qu'ils étaient en train de dire. Et après, je me revois. Tout le monde est parti. Je suis toujours là comme ça, bloquée. Mon voisin est toujours en train de changer des sons. Maintenant, je regarde vers ma fenêtre. Vers la fenêtre de la cuisine. C'est elle qui donne la lumière dans la chambre parce que ma fenêtre, ma porte, tout est fermé. Toutes les autres fenêtres et les portes sont fermées. Et donc, je vois comme quelqu'un qui atterrit au niveau de la fenêtre, un peu en mode Spider-Man, donc à 4 pattes. Et vu que, étant ici, je ne peux pas voir entièrement la fenêtre, donc je vois ses pieds au départ et ses mains qui sont comme un animal, genre qui marche à 4 pattes, tu vois un peu. Genre un peu comme quand l'animal est assis, comme quand le chien s'assoit. Et puis, j'essaye donc de bouger mes pieds
pour éloigner la personne. J'essaye, peut-être, je me disais que peut-être c'est un bandit, il pense que je dors. Mais malheureusement, je ne peux pas me lever vu que je suis paralysée. Je vais essayer de bouger mes pieds pour qu'il fuit, comprendre que non, la fille, si elle ne dort pas, je ne peux pas voler. Sauf que je suis au 5e étage, donc personne ne peut même venir dire qu'il vole, il va escalader comment. Et nous sommes en pleine journée, là il est 11h. Ça s'est passé à 10h, 10h30 comme ça là. Et donc, il est en train de... Lui-même, il ne me voyait pas entièrement parce que ma tête, comme j'ai dit, ma tête est où je suis censée mettre mes pieds. Il essaye de me guetter légèrement. Genre, il ne fait qu'avancer sa tête légèrement, jusqu'à ce que nos regards se croisent. Il est barbu. Il a un regard noir. Et ça se voit qu'il n'est pas vraiment humain. Donc, je suis là, j'essaye de me réveiller. Je me vois bien dans la position exacte. Avec mon voisin toujours qui change les sons finissent. Il était même en train de chanter en même temps. Donc j'entendais sa voix. J'essaye de crier Jésus. J'essaye de dire même Seigneur. Ma bouche pèse. Je n'arrive même pas à parler. Même dans mon cœur, quelque chose me bloque. Même j'essaye de parler depuis rien. C'est peut-être la 7e tentative comme ça que je dis Jésus. Il était déjà en train d'entrer dans ma chambre pour venir. Je ne sais pas ce qu'il allait venir me faire. C'est quand finalement je dis Jésus et je le dis à haute voix, pas dans le sommeil. Quand je dis ça directement, donc il disparaît. Et c'est donc là que j'arrive maintenant à me réveiller. Et je me vois dans cette position exacte là. Et maintenant, depuis là, je me sens pas bien. J'ai lu le psaume 80 et j'ai fait une prière. Mais depuis là, je sais pas, c'est comme si ma tête, on m'a dosé, j'arrive pas. Dans ma tête, je suis un peu loin. C'est comme si on m'a seulement drogué où je suis placée là. Ma tête est en train de tourner, mes yeux sont en train de tourner. Je respire même pas bien depuis là. Je sais même pas ce qui se passe. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Et si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.